capitaine Hector Servadac est un militaire français qui n'a, à vrai dire, rien de particulièrement extraordinaire. Mais ce qu'il va vivre est plus qu'extraordinaire. C'est extravagant. Au moment où débute notre histoire, Hector Servadac se trouve sur la côte de Mostaganem, en Algérie, pour réaliser des relevés topographiques en compagnie de son ordonnance Benzouf. Ce Benzouf, qui en réalité se nomme Laurent, n'a rien d'un indigène de l'Algérie, mais est originaire de Paris. C'est un brave garçon, dévoué corps et âme au capitaine Servadac, qu'il avait, comme il le dit lui-même, l'honneur de brosser les bottes. Servadac, un nom inventé par Jules Verne, dont on peut remarquer, en l'inversant, qu'on peut y lire le mot cadavre. L'aventure incroyable, peut-être la plus fantastique imaginée par Jules Verne, que va vivre Servadac avec quelques humains, peut en effet, comme nous allons le voir, les assimiler à des cadavres en sursis. Une nuit, un événement de prime abord incompréhensible bouleverse la croûte terrestre et la vie de nos deux personnages. Servadac et Benzouf, qui ont survécu à ce qui semble être un puissant tremblement de terre, ne peuvent comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Les conditions habituelles de la Terre ont en effet totalement changé. La pesanteur a diminué au point que Servadac et Benzouf peuvent faire des bonds de plusieurs mètres de hauteur sans effort. La planète est devenue extrêmement étrange. Les points cardinaux ont changé. Le soleil ne trace plus la même route dans le ciel et se lève désormais à l'ouest pour se coucher à l'est. Les journées, au lieu de durer 24 heures, ne sont maintenant que d'une douzaine d'heures. La pression atmosphérique a tellement diminué qu'en voulant cuire des œufs à la coque, ils constatent qu'il faut plus d'un quart d'heure de cuisson. L'Algérie semble avoir été en partie engloutie dans les eaux et nos héros seuls ne seraient désormais plus que sur une île battue par des flots tumultueux. Une terrifiante catastrophe a donc ravagé la Terre. Le capitaine Servadac est d'autant plus perplexe lorsqu'il découvre, une nuit, un globe lumineux se levant au-dessus de la mer. « Ce n'est pas la Lune !» dit-il. « Pourquoi n'est-ce pas la Lune ?» demanda Benzouf. « Et parce que cet astre-là possède lui-même une petite lune qui lui sert de satellite. » En effet, un point lumineux, tel qu'apparaissent les satellites de Jupiter, se montrait assez nettement dans le champ de la lunette. Mais si ce n'est pas la Lune, qu'est-ce donc alors ? Enfin, après 27 jours d'attente, bloqués sur leur île, un navire est aperçu. Hector Servadac se précipite. C'est la Dobrina, le yacht privé du comte Vassili Timachev, un richissime russe. Celui-ci apprend alors à Servadac qu'avec son équipage, il navigue depuis la catastrophe sans n'avoir jamais croisé un autre navire, ni même aperçu une côte. Tout comme Servadac, il ne comprend pas la situation dans laquelle il se trouve. Ils décident de continuer ensemble avec le voilier l'exploration de cette mer mystérieuse qui ne semble plus être la Méditerranée. Ils vont de surprise en surprise, amenant de longues discussions dans le salon de la goélette. Des phénomènes cosmiques fantastiques, tels une tempête d'étoiles filantes, les intriguent au plus haut point. Après avoir sillonné cette mer étrange, ils longent enfin une côte mystérieuse surmontée de hautes falaises faites d'un métal brillant et inconnu. Enfin, après plus de 2 semaines de navigation, ils arrivent sur un îlot qui se révèle être un bout du rocher de Gibraltar. Une garnison de soldats anglais y ont survécu. Mais, il faut bien le dire, le cataclysme, isolant ces 2 officiers avec 11 hommes, n'avait pas procuré un étonnement immodéré à ces Anglais, persuadés que, quoi qu'il arrive, la puissante Angleterre viendrait, avec ses vaisseaux, les rapatrier. Hector Servadac et le comte Timachev proposent aux militaires anglais de s'associer à eux pour tenter de s'organiser devant cette nouvelle situation terrestre exceptionnelle.
Mais ceux-ci refusent catégoriquement de quitter leur îlot tant qu'ils n'auront pas reçu un ordre de sa gracieuse majesté, la reine. Dépités, nos héros repartent. Plus tard, ils retrouveront des réfugiés espagnols, une jeune italienne du nom de Nina, ainsi qu'un commerçant juif allemand, Isaac Acabut. Ce personnage antipathique est cependant essentiel, avec sa cargaison de toutes sortes de marchandises dont on comprend l'importance pour la survie de nos héros. Mais Isaac Acabut ne compte pas offrir sa marchandise, mais la monnayer au prix fort sur son magasin flottant. Cette caricature d'un juif usurier sera fortement critiquée par le grand rabbin de Paris dès la publication du roman en feuilleton et témoigne de l'antisémitisme ambiant de l'époque. Mais il est vrai aussi que la plupart des humains dans cette aventure sont quelque peu maltraités, tels les Anglais, dont nous avons pu constater combien ils sont caricaturés. D'ailleurs, le personnage le plus caricatural et le moins sympathique, avec Isaac Acabut, est l'astronome Palmyrin Rosette. Ce savant, imbu de lui-même, acariâtre, égoïste, est découvert et sauvé par Hector Savadac sur une petite île, reste de l'archipel des Baléares, où l'astronome parisien avait installé un observatoire. Le sauvetage de ce savant astronome va permettre de lever la clé de l'énigme. Palmyrin Rosette révèle que cette catastrophe a été provoquée par le choc d'une comète avec la Terre. Ce corps céleste a arraché un morceau de notre globe et continue sa route cosmique à travers le système solaire. Nos héros sont donc sur une comète. Tous les phénomènes étranges s'expliquent désormais, tel le surprenant globe lumineux avec son satellite observé par Hector Savadac peu de temps après la catastrophe, qui se révèle avoir été tout simplement la Terre elle-même avec la Lune. En écrivant son roman, Jules Verne s'inscrit dans le contexte d'une époque où la peur d'une fin du monde provoquée par la rencontre d'une comète avec la Terre est fréquemment évoquée. La comète, baptisée Gallia par Palmyrin Rosette, fonce vers les profondeurs glaciales du système solaire. Il faut à tout prix se protéger du terrible hiver à venir. Et la seule solution va être de se réfugier au sein même d'un volcan pour profiter de sa chaleur interne. Nos Robinsons de l'espace sont entraînés dans un voyage hallucinant à travers le monde solaire. Ils croisent la planète Jupiter, puis Saturne avec ses somptueux anneaux. L'occasion rêvée pour notre astronome de contempler et d'étudier ces corps célestes depuis son observatoire improvisé à l'entrée de l'une des galeries du volcan. Ces calculs montrent que l'orbite de la comète Gallia doit la faire revenir au bout de 2 années en collision avec la Terre. Notre savant passe ainsi son temps à étudier, disséquer, calculer et découvrir notamment la nature de la matière étrange qui compose sa comète. Une comète en or! Répétait le capitaine Servadac. Mais alors, dit le comte Timacheff, si Gallia tourne sur le globe terrestre, elle va en changer toutes les conditions monétaires. En effet, répondit Palmyrin Rosette. C'est environ 71 quintillions d'or que ce bloc apportera à la Terre. Or, à 3500 francs le kilogramme, cela fait en nombre rond 246 sextillions de francs. Un nombre composé de 24 chiffres. Et ce jour-là, répondit Hector Servadac, la valeur de l'or tombera à rien. Et il méritera plus que jamais la qualification de vil métal. Le professeur n'avait pas entendu cette observation. Il était sorti majestueusement sur sa dernière réponse pour remonter à son observatoire. Mais, demanda alors Benzouf, à quoi servent tous ces calculs que ce savant hargneux vient d'exécuter comme des tours de passe-passe? À rien, répondit le capitaine Servadac, et c'est précisément ce qui en fait le charme. On voit ici combien, pour Jules Verne,
Ce roman exprime décidément une critique du pouvoir de l'or, de la richesse, des profiteurs et autres usuriers. Finalement, dans l'histoire de cette petite communauté de terriens perdus dans l'espace, les seuls à vraiment trouver grâce aux yeux de Jules Verne sont deux enfants, la petite italienne Nina et le jeune espagnol Pablo. Le volcan et ses abords sont pour eux un véritable terrain de jeu, comme d'ailleurs pour Servadac et ses compagnons. Pendant ce temps, l'astronome passe ses nuits à observer. Isaac Acabut compte son argent. Servadac et le comte Timachev tirent des plans sur la comète durant de longues heures dans le salon de leur appartement improvisé dans le volcan. Comment se termine cette incroyable aventure cosmique ? Nos héros arriveront-ils à trouver un moyen pour s'extraire de la comète et revenir sur Terre sains et saufs ? On sait que dans la version manuscrite du roman, Jules Verne fait tomber la comète sur la Terre, provoquant l'effondrement du système monétaire mondial en faisant perdre alors toute valeur. L'éditeur refuse cette conclusion. Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même la fin de ce roman, dans lequel le ballon occupe encore une fois une place déterminante. Mais je ne peux m'empêcher de vous révéler que Jules Verne, 20 ans plus tard, dans son roman La chasse aux météores, reprendra cette idée d'une comète d'or tombant sur la Terre. Le roman, écrit au cours de l'année 1874, est publié en 1877. Près de 120 années plus tard, l'Agence spatiale européenne décide la construction d'un vaisseau spatial automatique destiné à l'étude d'une comète. Ce vaisseau, qui a quitté la Terre en 2004, a été programmé pour se mettre en orbite autour d'une comète en novembre 2014 et pour y faire se poser une sonde afin de pouvoir l'étudier in situ, réalisant ainsi, en vrai, les travaux de Palmyra Rosette. Par une ironie de l'histoire, les ingénieurs de l'agence spatiale, qui, de toute évidence, n'avaient pourtant pas lu le roman, ont baptisé ce vaisseau spatial Rosetta.